Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur X-Space, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Allô, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. Le Space aujourd'hui porte sur le mariage entre tradition et modernité. Le mariage, on est quasiment tous soit confrontés ou en tout cas on est apte à se marier quelque part dans notre vie ou en tout cas à vivre en conjoint dans certains endroits. Alors, le parcours de la vie conjugale dans les fiançailles des fiançailles au mariage, on sait que c'est un voyage qui est complexe, souvent parsemé de joie et de défis. Les cérémonies de mariage, qu'elles soient modernes, religieuses ou traditionnelles, marquent le début d'une nouvelle vie à deux, où l'équilibre entre le bonheur et malheur se dessine au fil des jours. Donc, la vie au foyer, avec son lot de responsabilités partagées, est influencée par la scolarisation et l'activité professionnelle des femmes, redéfinissant les rôles traditionnels des époux. L'éducation des enfants, qu'ils soient garçons ou filles, s'inscrit au cœur de cette dynamique, tout comme les relations avec la famille étendue, dont l'influence peut être à la fois bénéfique et pesante. Les incompatibilités, l'infidélité et les maladies peuvent menacer l'harmonie conjugale, menant parfois à la médiation ou au divorce. La dot, encore présente dans certaines cultures, et le traitement des enfants hors mariage soulève des questions de tradition et de modernité. Le déséquilibre dans les conseils parentaux qui sont prodigués aux époux versus aux épouses sur leurs droits et devoirs contraste avec des messages véhiculés dans les médias sociaux qui façonnent également leurs perceptions qui sont variées du mariage et des droits, des devoirs des époux. Les successions et libéralité complexifient davantage ce tableau, tandis que le partage équitable des tâches demeure un enjeu central de l'équité au sein du couple. Alors, c'est pas facile le mariage, c'est complexe. Il y a beaucoup de défis et c'est ce qu'on va décortiquer ce soir. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez des exemples. J'espère que vous avez des conseils. J'espère que vous allez nous aider à enrichir ce space ce soir et qu'on va tous s'en sortir grandis, qu'on va tous apprendre des leçons, qu'on va tous, en tout cas, apprécier le parcours qu'on va partager ce soir ensemble. Alors, bienvenue. Et sans plus tarder, maître, je vous donne la parole. Si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y. Mex, si tu veux bien monter, nous rejoindre, ce sera un plaisir. Irène, si tu veux nous rejoindre également pour un début introductif, vous êtes la bienvenue. Et merci. Maître, à vous. Merci. Merci beaucoup, Zénab, pour cette parfaite et complète introduction d'un sujet qui n'est pas simple. Vous l'avez bien indiqué, qui est complexe et qui se complexifie au fur et à mesure que l'on perçoit justement les coins et les recoins du mariage. Mettons-nous dans la perspective africaine aujourd'hui, qui est que dans la majeure partie des États de l'Afrique, le mariage a encore lieu entre un homme et une femme ou entre une femme et un homme. Bien évidemment, le contexte du mariage que l'on aborde aujourd'hui, c'est le contexte de la diversité des sexes et non pas de l'unicité du sexe, même si l'on sait qu'un certain nombre de territoires du continent ont reconnu justement cette perspective, mais on est d'accord aujourd'hui, Zénab, que nous excluons de notre champ le mariage entre hommes, le mariage entre femmes, nous n'envisageons que le mariage entre hommes et femmes. De ce point de vue, la question du mariage se pose d'abord en ce qui concerne l'âge légal du mariage
Et on sait que dans nombre de pays, l'âge légal du mariage n'est pas le même selon qu'il s'agisse de la jeune fille ou selon qu'il s'agisse du jeune garçon. Voilà une première diversité que l'on pourrait évoquer, notamment pour aujourd'hui avancer les raisons multiples qui peuvent être aujourd'hui retenues dans le cadre des législations, sans compter que l'âge minimum, lorsqu'il est fixé à 16 ans par exemple, les lois prévoient également des dérogations qui peuvent permettre en dessous d'un an ou de deux la possibilité éventuellement d'autoriser le mariage de la jeune fille, notamment par les autorités judiciaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais mentionner à votre suite, c'est en ce qui concerne justement l'échange de consentement et notamment la problématique du mariage forcé ou du mariage contraint ou du mariage dans lequel l'un ou l'autre n'ont pas eu l'occasion véritablement d'exprimer leur consentement libre, leur consentement non vicié et leur consentement totalement libéré. Nous savons également que, aussi bien dans le cadre du mariage moderne que dans le cadre du mariage traditionnel, nous rencontrons donc des situations dans lesquelles l'échange de consentement peut souvent être vicié. Nous connaissons aujourd'hui les mariages contraints, les mariages forcés, notamment dans le cadre de la tradition, où le respect de la loi n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas de formalisme véritablement. Le troisième élément, c'est sur le mode de célébration du mariage. Au plan moderne, le mariage est célébré devant l'officier d'état civil, où il y a préalablement une publication des bans et 15 jours après, les mariages comparaissent physiquement devant l'officier d'état civil qui procède au mariage en tant que tel. Et tout le long, il a le moyen, il a l'occasion de procéder des contrôles, notamment en ce qui concerne l'échange de consentement, notamment en ce qui concerne l'âge légal éventuellement, et notamment en ce qui concerne en dessous de l'âge légal lorsqu'il y a lieu de demander des dérogations à ce niveau. Toujours dans le cadre du mariage traditionnel, nous savons qu'il n'y a pas de formalité véritable quand on parle de mariage traditionnel. Il faut intégrer dans le mariage traditionnel le mariage coutumier d'une part, mais également le mariage religieux qui, lui, est célébré sous la coutume religieuse, par exemple. Dans l'un et dans l'autre cas, le formalisme n'est pas aussi exigeant que dans le cadre du mariage moderne, ce qui fait que le respect des prescriptions de la loi peuvent passer à la trappe. La question du consentement ne se pose pas dans la mesure où, par exemple, le mariage religieux, qui est aussi un des mariages traditionnels, est célébré en l'absence des mariés, par exemple, ce qui fait que l'officier d'état religieux, entre guillemets, ou l'officier de la coutume n'est pas là pour constater quoi que ce soit. Le troisième élément, c'est en ce qui concerne les obligations réciproques dans le cadre du mariage traditionnel d'une part et dans le cadre du mariage moderne d'autre part. On sait que dans le cadre du mariage moderne, il est indiqué souvent que les époux se doivent mutuellement respect, mutuellement assistance et puis mutuellement loyauté, même si on peut penser que ces mêmes obligations pèsent dans le cadre du mariage traditionnel, il est clair que ce n'est pas dit véritablement, à l'exception du mariage religieux lorsqu'il est de l'obédience catholique, chrétienne, par exemple. Le mariage est célébré à l'église. Les échanges de consentement se font exactement comme l'officier d'état civil. Et il y a même un échange justement de choses qui sont dites et qui sont écrites à ce niveau-là. Le troisième élément, c'est en ce qui concerne la gestion de la famille, le rôle et la mission du mari et de l'épouse, par exemple, la situation de diversité qui peut éventuellement résulter du mariage traditionnel, du mariage religieux ou du mariage moderne, par exemple. On sait que dans le mariage moderne, la puissance paternelle ou l'autorité paternelle est concomitamment partagée entre l'épouse d'une part et l'époux d'autre part, ou le père ou la mère. Je ne sais pas trop si dans le cadre des traditions, cela est dit dans les mêmes conditions que ce que je viens de rappeler. Le troisième élément, c'est en ce qui concerne les conséquences qui peuvent découler de la rupture de la conjugalité, selon que l'on soit dans un contexte traditionnel ou religieux, ou que l'on soit dans un contexte moderne, par exemple.
il y a des hypothèses dans lesquelles les époux qui se sont mariés traditionnellement ne ressentent pas le besoin de passer devant le juge, même si aujourd'hui la situation des enfants est à déterminer consécutivement à un divorce, la situation patrimoniale est à déterminer également, et tout le reste, justement, lorsqu'il s'agit, par exemple, de couples qui peuvent être communément endettés. Et je termine donc sur la question de la succession du point de vue de la tradition, notamment de la tradition religieuse. On sait encore que la question est posée, notamment en ce qui concerne l'enfant né hors mariage, même si par la suite cet enfant est régularisé du fait du mariage des parents par la suite. On sait aujourd'hui que l'accès à l'héritage est souvent disputé dans des conditions totalement inégalitaires. On sait également que le sort d'un garçon du point de vue de l'héritage n'est pas le même que le sort d'une fille. On sait également que la question de déshériter un enfant peut se poser, et on sait également que le sort de l'épouse qui survit au mari est aussi posé. Donc voilà les 2 ou 3 éléments que je voudrais juste, Zeynep, introduire de manière à ce qu'on puisse élargir le débat. Je te remercie. Merci, Maître. Merci de planter ce décor. Max, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que Maître vient de dire? Aïssata, je t'ai envoyé une invitation si tu veux bien nous rejoindre pour l'introduction. Non, mais comme d'habitude, je souscris à tout ce que Maître vient de dire. Vous savez, moi, il y a 2 sujets sur lesquels je suis très prudent. C'est tout ce qui est sujet qui relève de la vie privée, notamment le mariage et la religion. Voilà, c'est les sujets sur lesquels je suis extrêmement prudent. Voilà, je suis plus là pour écouter, pour voir, parce que moi, j'ai ma vision des choses que je sais qui est partagée par très peu d'Africains. Donc, voilà, on est là pour parler de ce qui se passe dans les grandes masses. On n'est pas là pour parler des écarts types, quoi. Donc, je suis là ce soir plus pour apprendre comment les autres voient les choses que pour dire comment moi je vois les choses. Merci. Merci, Max. Mais pour autant, c'est pas parce que votre vision du mariage est différente de celle de la masse qu'il ne faut pas non plus partager votre vision des choses, parce qu'on est là pour échanger, on est là pour s'éduquer. Donc, du coup, c'est pas parce que la masse se comporte d'une façon que c'est la bonne façon ou la mauvaise façon. Je ne juge pas. Mais pour autant, moi, je pense que ça va nous enrichir d'avoir ton point de vue également. Donc, quand tu te sens prêt, viens nous partager ton point de vue. Ça ne fera que nous enrichir, Max. Merci. Je comprends quand même que on est dans le domaine de la vie privée, sauf qu'on n'est pas en train de nommer des individus. On est en train de parler de généralité. On est en train de se donner des conseils, des échanges. Et donc, tout est la bienvenue. Je ne censure personne. Dites-nous ce que vous en pensez et ça va être apprécié. Merci beaucoup. Alors, Maître, sans plus tarder, je ne sais pas si il y a Aïssata qui a sauté, je ne la vois plus. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans l'auditoire qui voudraient intervenir sur les points dont on a parlé, sur les défis du mariage, sur d'abord les relations avant le mariage, les rencontres, ainsi de suite, jusqu'au mariage. À votre avis, comment ça fonctionne en Afrique, selon vos cultures, selon vos traditions, selon vos expériences? Venez nous en parler. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez tous monter et comme ça, on va continuer la discussion. Donc, il y a des gens qui veulent parler ou tu sais pas. Avant que peut-être les gens se déterminent à parler, je pense qu'on peut, à la limite, introduire le sujet. Il y a une communauté qui est assez indicative, justement, du mariage et du choix de la jeune fille, parce que ça se fait de façon interne à la famille, au sens large, c'est la communauté Peul. Généralement, la communauté Peul, les cousins, comme on le dit, sont faits pour les cousines. Généralement, on épouse la fille de son oncle ou la fille de sa tante, mais beaucoup plus dans le sens inverse, c'est-à-dire des parents hommes et femmes. Par exemple, le fils d'un Diallo va épouser la fille d'une Diallo, qui n'est pas forcément Diallo, qui peut être Bari, pour donner juste des exemples concrets
de nom de Peul. Et très généralement, dès la naissance, la fille est promise. Et quand elle est promise, justement, jusqu'à un certain âge donné, 12, 13 ans, elle est affectée justement dans la famille où se trouve sa tante, qui est la mère du jeune garçon, qui est son cousin, qui va l'épouser. Généralement, le jeune cousin est plus âgé que sa cousine, et très généralement, 12-13 ans, sa cousine est affectée dans le domicile conjugal et entre les mains de la tante qui l'initie justement aux choses de la vie, à tout ce qui concerne la domesticité, s'occuper d'une maison, s'occuper de la cuisine, s'occuper à faire à manger et être au service d'eux. Bien évidemment, ça peut avoir des relents avilissants pour ceux qui aujourd'hui mettent en avant l'égalité absolue entre les sexes, mais je veux juste introduire le sujet du point de vue de l'âge légal, parce que très généralement à 12-13 ans, la fille est promise et souvent même mariée sans que véritablement le mariage ait été véritablement consommé, parce que de 12 à 13 jusqu'à 14 ans, voire 15 ans, elle est en initiation totale chez sa belle-mère, qui est aussi sa tante de ce côté, et ce n'est qu'autour d'un âge de 16 ans, 15 ans, 16 ans véritablement, elle est donc elle est mise en relation avec son époux, entre guillemets, et ce n'est que là que les choses commencent. D'un point de vue occidental, bien évidemment, on a tendance à mettre en avant un mariage précoce lié au fait que c'est à 12 ans qu'elle est donnée, mais on sait que dans la communauté des Peuls, et s'il y a des Peuls qui peuvent venir réagir par rapport à cela, on sait qu'il se passe un temps suffisamment long où le mariage n'est pas consommé. Il n'est consommé que véritablement à un âge où la jeune fille est véritablement même de pouvoir supporter justement les conséquences du mariage. Ce que je dis pour la jeune fille Peul vaut également pour bien d'autres communautés. Je sais par exemple qu'il y a une communauté soninké dans la région de Banamba où très généralement les jeunes gens se marient tous en groupe et tous en même temps dans une cérémonie traditionnelle où ils sont dans un face-à-face avec les jeunes filles qui leur sont promises également. C'est au terme d'une cérémonie de grande séduction que les mariages sont célébrés. Et ce type de célébration du mariage installe dans l'esprit des gens d'abord une communauté de destin qui fait que une vingtaine, voire une trentaine de jeunes garçons gardent à l'esprit qu'ils se sont tous mariés le même jour et que les jeunes gens se connaissent aussi bien entre eux qu'ils connaissent leurs épouses ou leurs futures épouses et que cet esprit de solidarité qui est créé du fait de la communauté du mariage permet également une entraide, une solidarité et puis surtout une assistance aux uns et aux autres. Oui, bien entendu, maître, c'est pas, comme vous l'avez dit, c'est pas exclusif aux communautés, à la communauté Peul ni à la communauté Soninké. Moi-même, je viens d'une communauté où on dit les cousins sont faits, les cousines sont faites pour les cousins. Et il y a même un proverbe chez nous qui dit que planter du maïs dans le maïs, c'est ce qui fait fructifier le maïs. Donc, c'est pour dire que se marier entre nous, ça nous fait prospérer, la prospérité reste chez nous, ainsi de suite. Je suis de mère Nabé, de père Nabé, et c'est très fréquent de voir une Nabé qui est de père et de mère Nabé. Ça c'est un peu diversifié dans la dernière génération, notamment ma génération à moi, où on voit que le cycle est en train de se couper parce que les jeunes, justement, ne veulent plus ce genre de mariage, veulent choisir, ne veulent pas être promises ou ne veulent pas des mariages arrangés. Donc, c'est ça. Mais c'est dans beaucoup de communautés africaines où les mariages se font de façon endogamique. Alors, c'est bien de l'avoir introduit. Et la question également du mariage des jeunes, je veux bien, je veux bien ce que vous avez dit, je veux bien comprendre, mais malheureusement, on voit beaucoup de jeunes filles qui
une fois données, promises à leurs cousins à l'âge de 8 ans, 10 ans, ainsi de suite, et qu'elles sont amenées, oui, elles se marient pas tout de suite, mais souvent, elles consomment quand même leur mariage. Le mariage est consommé à l'âge de 14 ans, à moins de 16 ans, et on voit des grossesses qui découlent de ces mariages précoces-là, et toutes les conséquences qui en découlent au niveau de la maternité, au niveau de l'accouchement, au niveau des complications, parce que la jeune fille est justement beaucoup trop jeune pour supporter cette maternité. Alors oui, il arrive malheureusement que le mariage est consommé beaucoup trop tôt. Donc ça aussi, c'est le point que je voulais ajouter. Et aussi, on voit souvent dans nos communautés qu'il y a beaucoup de fardeaux au niveau de l'éducation, déjà avant même le départ, avant même le mariage, l'éducation que nous donnons à nos enfants, filles versus garçons, il y a un gros gap qui est là. La manière dont on va éduquer nos filles à être dans un foyer, à être prévenante, à s'occuper des enfants, à s'occuper du mari, à vraiment être aux soins de l'homme, c'est pas de la même manière qu'on éduque nos jeunes garçons ou nos jeunes hommes à se préparer également au mariage, à la responsabilité du mariage. Donc ça aussi, on va en discuter tantôt un peu plus en profondeur. Je vois que Mariam est là avec nous. Mariam, bonsoir. Si ça te tente de monter, nous rejoindre, je t'envoie une invitation. Aïssa Ali aussi, elle est là. Je t'ai envoyé quelquefois une invitation, mais tu sautes. Je ne sais pas si tu as un problème de connexion, mais c'est ça, en gros, que je voulais ajouter au propos de Maître par rapport à ce qu'il a dit. Merci, Maître. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un certain monsieur qui était monté nous rejoindre. Il est tombé, il est descendu. J'ai pas d'autres. Mex a levé la main. Alors, Mex, tu peux y aller. Tu vois, Nabé, pourquoi je ne veux pas trop m'exprimer? Déjà, moi, quand on parle de mariage précoce, pour moi, c'est une aberration. Parce que pour moi, un mariage ne peut être contracté que par deux individus aveugles, adultes, matures, libres, qui choisissent de façon éclairée l'un l'autre. Et un couple ne peut marcher que s'il est composé de deux personnes qui sont individuellement épanouies et qui décident qu'ensemble, ils peuvent aller plus loin. Vous voyez, je suis très gêné parce que j'ai une conception tellement libérale du couple que je vais être encore plus, si je veux m'exprimer, je vais être encore plus clivant que quand on parle de sujets politiques. Vous voyez, moi, je ne comprends pas le mariage précoce. Je ne comprends pas l'omniprésence des familles dans la vie des couples. Je ne comprends pas ces choses-là. Je ne comprends pas l'omniprésence parfois des amis du mari dans la vie du couple. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Pour moi, une relation de couple n'est concevable qu'entre deux égaux qui se connaissent, qui s'apprécient, qui se respectent, qui connaissent leurs points d'accord et leurs points de désaccord et qui les assument. Donc, ma conception du couple est telle que je peux difficilement m'exprimer ici sans être clivant. Tu vois, mais déjà, le premier aspect que vous abordez, c'est quelque chose qui est au-delà de mon entendement. Moi, je ne peux pas comprendre comment une gamine de 14, 15, 16 ans peut être mariée et tomber enceinte. Je ne comprends pas ça. Est-ce que tu vois, Nabé? Oui, je vois très bien, je le vois très bien. Sauf qu'on est dans un contexte Maître Konaté peut témoigner. Oui, oui, oui. Il a rencontré récemment ma femme et mon fils à Abidjan. On est en vacances. Nous sommes partis en vacances ensemble. Ils sont partis en vacances de leur côté. Moi, je suis encore pour quelques jours en vacances de mon côté. Mais elle est libre d'aller où elle veut, de rencontrer qui elle veut. Et quand je rencontre des gens que je pense être intéressants pour elle, je les lui présente que je sois là ou pas. Vous voyez, ma conception du couple est telle que je sais que peu d'Africains peuvent me comprendre. C'est pour ça que je ne parle jamais de couple avec les Africains. Merci. Merci, Mex. Merci. Je comprends bien votre point de vue. On est dans un contexte africain. On est dans le contexte des traditions. On est dans le contexte des coutumes. C'est des choses qui datent depuis nos ancêtres. Mais est-ce que on voudrait les maintenir? Est-ce qu'on veut continuer à perpétuer ces traditions qui nous Nabé, je viens de t'expliquer que moi, j'ai définitivement rompu avec tout ça depuis très longtemps. Oui, je le comprends très bien.
Et je le comprends d'autant plus que moi aussi, je vis à l'extérieur, que j'ai vu d'autres choses, que même quand je vivais dans mon pays, c'était inconcevable pour moi de le comprendre, cette réalité de nos cultures, pour la simple et bonne raison que j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas cette conception de l'union. C'est-à-dire, une jeune enfant reste une jeune enfant, elle se marie pas tant qu'elle n'a pas, elle n'est pas adulte. Euh, pour moi, on m'a même dit, quand j'ai voulu me marier, à un moment donné, on m'a dit, tu ne te maries pas si tu n'as pas ton diplôme en main. Donc, pour te dire que c'était même pas seulement l'âge légal qu'il fallait que je respecte comme condition, mais il fallait que je sois indépendante, que j'aime un diplôme en poche pour parler de mariage. Donc, ça, j'ai grandi dans ce genre de contexte. Mais imaginez, au fin fond de nos communautés, dans nos villages reculés, cette conception que toi, tu es en train d'expliquer, autant je la comprends, autant eux, ils ne comprendront pas cette conception du mariage. Pour eux, le mariage, il y a un âge légal, en tout cas pas légal, mais un âge minimal où l'enfant ou la jeune fille doit se marier. Et ça, c'est supporté souvent par nos religions où la religion interdit la fornication, par exemple, la religion interdit aux filles de perdre leur virginité. Donc, les parents se sentent responsables de marier rapidement leur fille pour ne pas qu'ils aient à supporter la honte dans la société, pour ne pas qu'ils aient à supporter, par exemple, un accident qui pourrait survenir. Donc, quand on va un peu plus loin dans la réflexion, on essaie de voir comment le concevoir de le concevoir dans la mentalité de nos parents ou de nos grands-parents. Aujourd'hui, moi, je questionne encore aujourd'hui où il y a une certaine globalisation, où même dans les villages, les gens voient des conséquences de ces mariages précoces. Alors pour moi, aujourd'hui, est-ce que ces traditions-là, on ne devrait pas, ou en tout cas, les parents ne devraient pas les remettre en question pour qu'on puisse au moins sauver des jeunes ou en tout cas essayer de repousser le plus loin possible l'âge du mariage traditionnellement parlant. Mariam est montée nous rejoindre. Je remercie Mariam. Si tu veux parler, bienvenue à toi. Je te donne le micro. Merci. Bonsoir Zainab. J'aime bien comment tu me lances la perche. J'aurais bien aimé que tu me poses une question de façon beaucoup plus claire. Mais je dis bonsoir d'abord à Maître Konaté et puis à tous les auditeurs et les auditrices. Je vous écoute depuis quelques minutes. J'essaie de comprendre en fait comment apporter une petite réflexion. D'ailleurs, je t'ai envoyé des messages sur WhatsApp, Zainab, si tu peux les regarder rapidement. Okay. Le mariage entre tradition et modernité. Alors moi, je vais parler de mon prisme, évidemment. Mon prisme est celui de dire que la tradition, quand on parle de mariage, n'a pas été forcément synonyme, en tout cas, c'est pas une équation qui est égale à modernité pour les femmes de façon plus large. Maintenant, c'est très compliqué de parler de ce thème parce que j'essaie de voir le but recherché qui est dans ce thème, quel est le but recherché? C'est une analyse juste de partage de témoignages d'expériences, de personnes, dans leur communauté ou c'est une réflexion pour parler des valeurs fondamentales aujourd'hui qui pourraient refléter, voilà, cette institution du mariage, dans quel sens elle va? Puisque, quand on dit entre tradition et modernité, je suis un tout petit peu, disons perplexe parce que les traditions, vous l'avez dit tout à l'heure dans les propos introductifs, sont certes là. Il y a les amoureux et les amoureuses de la tradition africaine, je parle bien entendu, mais quel est l'ancrage en fait de ce thème? Est-ce qu'on voit le mariage comme, une institution, voilà, inflexible, qui est vraiment au centre de notre, vie en société, vie en famille? Est-ce que le mariage est une, institution qui permet l'épanouissement des personnes impliquées dans le mariage? Nous avons, évidemment au sein de cette institution matrimoniale des questions qui sont autour. Vous avez beaucoup parlé plutôt d'une certaine forme de mariage, notamment en se référant à la tradition.
Mais vous savez aujourd'hui que et vous avez aussi parlé de la religion, mais vous savez aujourd'hui que, le mariage est un contrat aussi, un contrat social entre 2 familles. C'est un contrat aussi juridique, puisque nous parlons de communauté de biens. C'est aussi, un contrat religieux entre, 2 personnes qui appartiennent à différentes croyances religieuses, ça peut causer des problèmes et il y a aussi une codification, hem, de ce de des f de du type de contrat qui est permis. Comme vous savez, par exemple, chez les musulmans, vous pouvez vous marier l'homme peut se marier à une femme qui est non catholique, et cetera. Pour la femme, c'est assez proscrit, bien que, comme tu l'as répété tout à l'heure, Zeynab, il y a beaucoup, beaucoup de variations et malgré ça, ça dépend de la lecture, conservatrice ou pas. Il y a des personnes qui font différentes choses, notamment, les gens se convertissent, font différentes choses pour essayer de répondre aux exigences, donc de ces codifications. Mon prisme est toujours celui de, j'ai un appel qui entre et qui est un peu important, il faut que je le prenne. Donc je ne sais pas si vous voyez que ça coupe un Oui, tout oui, petit peu. oui, on a remarqué. Est-ce qu'il faut Oui, que je vais re OK. oui, je dois prendre. Je vais revenir, hein, OK. je reviens tout à l'heure. Excusez-moi, toutes mes Non, il n'y excuses. a pas de Merci. problème. Merci. À tout à l'heure. Je vois que Ousmane est monté nous rejoindre. Avant le retour de Mariam, je comprends bien que le sujet est très large, d'où le questionnement de Mariam sur quel prisme on veut aborder le sujet du mariage. Mais ce soir, on voulait vraiment parler de tout, dans le fond. On voulait être plus relax que d'autres sujets qu'on a eu récemment sur Débat de Cité MKO. Et donc, sentez-vous libre de venir nous parler du mariage sous différents prismes, que ce soit sous le prisme des infidélités, que ce soit sur le prisme de la sexualité, que ce soit sous le prisme des violences qui peuvent en résulter parfois, malheureusement, sous le prisme de la dot, qu'est-ce que vous en pensez, de la succession, qu'est-ce que vous en pensez, de l'éducation des enfants, du partage des tâches également. Et vraiment, on essaie vraiment d'essayer de toucher un peu à tout pour essayer de comprendre cette institution-là, de comprendre les responsabilités, qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas également. Alors, sentez-vous libre. Allez-y. Alors, pour revenir justement sur des choses basiques, et il ne faut pas se compliquer la tâche, on n'est pas là pour faire de la philo, on n'est pas des spécialistes de la sociologie du mariage ou de toute autre chose, mais on revient sur des préceptes de base. Mex a indiqué tout à l'heure ce qui semble être sa conception du mariage et ce qu'il a indiqué aujourd'hui, à savoir la liberté pour deux personnes d'y aller ou de ne pas y aller, résulte bien évidemment de ce que l'on peut rattacher au mariage moderne aujourd'hui, qui est le mariage contrat. Deux personnes en âge de se marier décident d'aller ensemble ou de ne pas aller ensemble, suivant les conditions et modalités qu'ils auraient définies entre eux. Sur le plan contractuel, on n'est pas dans un système de mariage institution. En Afrique, c'est pas deux individus qui se marient, c'est deux familles qui se marient, c'est souvent deux communautés qui se marient, c'est souvent deux villages qui se marient. C'est pour ça que la question du mariage n'est jamais abordée entre un individu et un autre. La femme n'est jamais celle qui dit oui et que ce oui puisse aboutir à un mariage. L'homme n'est jamais celui qui, au-delà de pointer du doigt pour dire c'est une telle que je veux, par la suite, c'est toute une démarche institutionnelle qui prend le relais. La démarche institutionnelle aujourd'hui, dans le cadre d'un contexte mandingue, par exemple, lorsque un garçon vient à indiquer une jeune fille comme étant celle qu'il désire marier, cette première indication est transmise aux oncles. Ce sont ceux-là qui se chargent, bien avant le père, bien avant la mère, parce que son père biologique et sa mère biologique ne sont pas concernés par le mariage du fils. Ce sont d'autres, d'où le mariage institution. Ce sont ceux-là qui prennent le contact de l'autre famille pour s'assurer, comme on le dit, que personne n'est caché dans les buissons, derrière la fille. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre prétendant que le leur. À partir du moment où on a fait cette première étape, qui est une étape de prospection, d'aller voir derrière la jeune fille si, un,
elle est en état d'être mariée, et deuxièmement, si personne d'autre n'avait demandé sa main, notamment des gens qui peuvent demander la main de la jeune fille et tourner le dos, il y a un premier engagement qu'il faut rompre éventuellement avant que l'autre engagement ne vienne. Par la suite, c'est tout le processus de présentation des 3 premières colas et ensuite des colas suivantes et ainsi de suite, jusqu'à ce que on ait la certitude que la jeune femme est libre, que la jeune femme désirée désire elle aussi à son tour et que plus rien ne s'oppose à ce que la famille en face fixe le montant de la dot et éventuellement autorise la famille du prétendant de venir payer la dot pour éventuellement envisager les différentes séquences et étapes du mariage. Ce type de mariage est différent du mariage contrat auquel Mex se rattache en disant qu'il est sorti de cette conception, bien évidemment, qui peut être considérée comme lourde d'une part, qui peut être considérée comme impliquant d'autres personnes d'autre part, mais c'est ça le contexte institutionnel du mariage, c'est ça le mariage traditionnel, c'est ça le mariage religieux en Afrique. Ça n'a pas que des côtés néfastes, parce que si vous vous mariez de cette façon-là, mais dites-vous que la fille que vous êtes allé prendre, on ne vous l'a pas donnée pour votre gloire personnelle. On vous l'a donné parce que vous-même êtes issu d'une famille, vous portez un nom dont la communauté mérite d'avoir cette fille. En même temps qu'on vous la donne, on ne la donne pas aux garçons, mais on la donne à la famille. La preuve, les parrains et les marraines ont un rôle primordial à jouer. Parce que les parrains et les marraines sont des personnes qui sont choisies dans les 2 familles pour justement jouer un rôle. Quand je parle de parrains et de marraines, mais il y a aussi les sœurs, les cousines et les oncles. C'est toute une communauté qui est chargée de missions particulières. La preuve d'ailleurs, je passe les étapes, mais le soir, lorsque la femme est mariée après toute une étape, et il vient d'amener la femme d'abord dans la maison nuptiale d'une part, et ensuite au terme de 7 jours pour la sortir, pour la ramener chez son mari, c'est tout un cérémonial d'accompagnement, de messages transmis, de choses prêtées en disant d'ailleurs, elle est notre fille, mais à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus notre fille, elle est la vôtre. Considérez-la exactement comme votre fille et faites en sorte qu'elle ne revienne plus jamais à la maison, surtout mal, surtout endolorie. D'où la question de la violence que tu as évoquée, Zénab. La question n'est pas simple. La tradition a un rôle. On peut éventuellement être d'accord, ne pas être d'accord, aimer ou ne pas aimer, mais c'est tout un cérémonial derrière que l'on ne trouve pas dans une cérémonie de mariage moderne où même les mères ne sont pas habilitées aujourd'hui à donner les conseils. D'ailleurs, ils seraient les mauvais conseillers à ce niveau-là. Mais la question, elle est encore une fois l'option du mariage contrat et l'option du mariage institution. L'option du mariage institution s'installe plus dans un contexte traditionnel et coutumier. Ce n'est pas que néfaste. Il y a des choses bien, notamment lorsqu'il y a des difficultés au sein du couple. Je m'arrête là. Bien entendu, maître. Merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Au fait, j'avais quelques points que je voulais préciser moi aussi par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Notamment, par exemple, lorsque la conception du mariage est basée sur la famille élargie. Oui, je comprends également que ça facilite lorsqu'il y a des difficultés dans le couple, les parrains, les marrains, les parents. Il y a même des dembas qu'on dit dans certaines cultures. Les dembas, c'est les mères. C'est comme une mère qu'on désigne pour les mariés. Elle devient la mère de la fille. En cas de problématique, elle doit d'abord aller voir cette mère-là avant d'aller dans sa famille. Autant la marraine aussi a son rôle à jouer. Donc, je comprends tout ça que oui, ça peut aider lorsqu'il y a des difficultés dans le couple. Mais est-ce que aussi
il n'y a pas le revers de la médaille, où on laisse plusieurs personnes s'incruster dans le couple, parler dans le couple, la vie privée, la question de la vie privée et où jusqu'où on devrait laisser la famille s'incruster dans la vie de couple et ne pas les laisser apprendre un peu plus à se connaître, ne pas les laisser apprendre à se heurter, mais également, comme on dit, la langue et les dents cohabitent, ils se heurtent, mais pour autant, ils se séparent pas. Donc, c'est dans cet affrontement, parfois, dans comment dirais-je, les discordes, parfois, qu'on comprend les limites de l'autre, qu'on essaie de les respecter et à un moment donné, qu'on essaie de comprendre l'autre et qu'on trouve un terrain d'entente pour continuer à évoluer et à fonctionner. Pourquoi lorsque les couples vivent par exemple en Occident et que des couples africains bien entendu vivent en Occident, tout fonctionne, le couple est heureux, les enfants naissent, le couple s'entraide, mais dès lors que le couple déménage dans nos pays africains, dans ce concept de grande famille élargie, c'est des frictions, c'est des problématiques parce qu'il y a le jugement de l'autre, il y a il y a le regard de l'autre qui vient compter. L'homme finalement finit par se dire, ben, je ne veux pas qu'on me dise que c'est la femme qui porte la culotte, alors qu'en Occident, c'était un homme aidant, un homme aimant, un homme impliqué, un homme responsable. Arrivé en Afrique, il se décharge de tout, il laisse tout à la femme. Alors ça aussi, ça vient se poser comme problématique dans nos relations de couple, Occident versus Afrique. Donc, il y a ça aussi qu'il faut pas oublier. Je vois que Ousmane est là, il a levé la main, je vais le laisser intervenir parce que ça fait un petit bout qu'il est avec nous. Ousmane, bonsoir. Je te laisse continuer. C'était ce petit point que je voulais ajouter à ce que Maître avait dit. Pour ouvrir le débat, on peut en revenir tout à l'heure là-dessus, mais c'est des questionnements qui sont là, qu'il est important d'explorer également. Vas-y, Ousmane, merci. Ousmane, on t'entend pas. Je vois que tu as ouvert ton micro, mais on t'entend pas. Ah, Ousmane veut bien nous parler, nous partager, mais il doit avoir beaucoup de problèmes de connexion. Je vois que Bakary est là. En attendant que Ousmane réussisse à se déplacer peut-être pour avoir un meilleur réseau, Bakary, tu peux parler. Je te donne la parole. Merci. Ok, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien, Bakary. Bonsoir. Ok, bonsoir maître, bonsoir à Kouat Nabi et à tonton. Ça, c'est un sujet délicat, le mariage entre tradition et modernité. Enfin, du haut de mon jeune âge, ce que j'ai pu constater ces derniers temps, en fait, en Afrique ici, plus particulièrement dans la zone ouest africaine, les hommes qui se marient tournent autour d'âge de 25, 28, voire 30 ans. Ce que je peux même, je déplore pas, mais ce que je suggère même d'ailleurs, quand Maître Konaté l'a dit, après les 7 jours dans sa famille, elle reçoit des tas de conseils de la part des papas, des mères, ainsi de suite. Mais maintenant, 25 à 28 ans n'est plus la même que celle d'il y a 30 voire 50 ans en arrière. Je pense que c'est tas aux maris, aux hommes maintenant. Parce que nos couples sont assez défaillants parce que d'une part, les deux mariés, peut-être faute de maturité de deux, ou bien peut-être même des Je sais pas si je suis la autres seule. côté, le monsieur ou le marié est exempté de cela maintenant. Je pense que le Maître, est-ce que vous continuez d'entendre Bakary? Pour moi, il y a ça saute. Moi, non, ça ça coupe. coupe. Ah, ok. Oui, Vous là, on m'entendez t'entend. maintenant? Ah, ok. Comme j'ai dit, comme Maître l'a si bien dit là, après les 7 jours dans la chambre nuptiale, quand la mariée va dans sa famille, dans notre tradition, elle reçoit tas de conseils de la part des pères, des mères, ainsi des tantes. Tout le monde la conseille. Mais je suggère maintenant, ouais, ça, peut-être de notre jeune âge, je ne pourrais pas le savoir, mais que ces conseils aussi doivent être aussi donnés aux hommes maintenant. Parce que la maturité des hommes de 25 à 30 ans maintenant n'est plus la même que celle il y a 30, 50 ans en arrière. Parce que quand on voit les jeunes couples maintenant, on dirait que le mari se sent trop. Il pense il a un super pouvoir sur la femme. Il peut tout est permis pour lui. Donc, la femme, certes, elle est dans une position de soumission, mais lui aussi a des devoirs envers la femme aussi. Donc ça, je pense qu'on doit aussi introduire ça dans notre tradition, qu'on a que le marié maintenant, ça c'est devant les pères et les mères pour qu'on lui dise, bon voilà,
voici tes limites, voici tes limites, il ne faut pas dépasser ça. Puisque c'est l'enfant d'autrui. On ne t'a pas donné parce que tu es supérieur à elle ou non, ou elle vient d'une famille qui en avait assez, loin de là. Vous formez un maintenant, mais chacun a des limites. Quand maintenant on voit qu'on donne des conseils à l'autre et on laisse l'autre là, je sens que le monsieur maintenant commence à déborder un peu ses limites, quoi. Ça, c'est mon jeune âge, mais peut-être que je vais laisser la parole aux doyens. Ils peuvent nous expliquer ce qu'il y en est. Merci. Merci beaucoup, Ousmane. C'est un très bon point que tu viens d'avancer. C'est un point également qu'on a précisé dans l'introduction quand on a parlé de déséquilibre entre les conseils qu'on prodigue aux jeunes femmes, à la jeune épouse versus les conseils qu'on prodigue au jeune époux. Il y a ce gap-là, effectivement, qui existe où, comme je l'ai introduit, on va préparer la femme à être une bonne épouse, on va conseiller la femme à se soumettre, on va conseiller la femme à bien tenir sa maison, ainsi de suite. Mais de l'autre côté, l'homme n'est pas éduqué à ses responsabilités. L'homme conçoit souvent la femme comme étant son inférieure, comme étant, on va dire, limite la ménagère qui arrive dans le foyer, qu'elle doit s'occuper des enfants, qu'elle doit s'occuper du foyer, qu'elle doit s'occuper du ménage, ainsi de suite. Alors, ça crée des problèmes, surtout dans le contexte aujourd'hui où l'homme et la femme travaillent, où l'homme et la femme sortent le matin, rentrent le soir tous les deux épuisés et qui doivent ensuite essayer de s'occuper de la famille, des enfants, du ménage, ainsi de suite. Donc, imaginez un peu ce contexte-là et voyez que à tous les jours, monsieur et madame sont sortis tôt le matin, qui rentrent tard le soir et que encore ce soit la femme qui arrive toute seule, qui continue encore à faire un deuxième shift de travail, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça ne tiendra pas. Il y aura des conflits et c'est à l'homme de comprendre que la femme, c'est pas une femme de ménage. Vous êtes là, vous vous complétez, vous vous entraidez. C'est une question de bon sens, en tout cas à mon sens, que au lieu que l'homme s'asseye et lève les pieds en l'air ou fasse du ataya, comme on peut le voir dans nos communautés, mais qui se lève, qui mette la main à la pâte pendant que madame cuisine, par exemple, l'homme va donner le bain aux enfants. Et finalement, le couple ne sera que meilleur parce que vous finissez rapidement de faire tout ensemble, les corvées sont partagées et vous avez un peu plus de temps. Une fois les enfants couchés, vous avez le temps de jouir de votre couple, de profiter du couple ensemble et ça ne peut que fonctionner à mon sens. Mais dès qu'il y a déséquilibre à ce niveau et que une personne doit prendre tout ce fardeau, à un moment donné, la frustration se crée. Moi, je pense que c'est ça le gros défi actuellement dans les jeunes couples où la femme ne conçoit plus l'idée que c'est à elle seule d'assumer tout dans le couple, toutes les tâches ménagères. Parce qu'elle aussi, elle a ses loisirs, elle aussi, elle a sa profession, ainsi de suite. Donc, merci d'avoir introduit ça et c'est très important. Même moi, par exemple, quand je me suis mariée, oui, je vis en Occident, mais je suis allée faire mon mariage traditionnel au pays. Je suis allée me marier au pays également. Et donc, le soir du mariage, tout ce qu'on m'a fourni comme conseil, j'étais là assise, j'écoutais, mais pour moi, il y avait tellement de choses que je ne trouvais pas cohérent et que on me mettait tellement de poids sur ma petite personne que finalement, je n'ai pas trouvé ça assez juste dans les propos. Et donc, mais bon, je ne vis pas dans ce contexte-là. C'est pas quelque chose qui me concerne actuellement, en tout cas. Dieu merci. Mais imaginez que beaucoup de nos sœurs, beaucoup de couples vivent dans ce contexte de déséquilibre, que les conseils sont donnés, non seulement dès le premier jour du mariage ou même avant le mariage, tous les conseils qui sont donnés, c'est pour mettre la femme dans ses devoirs et non dans ses droits. Également, on met l'homme dans ses droits et non dans ses devoirs. C'est ce qui arrive malheureusement. Et même quand il y a conflit dans les couples, ben c'est toujours à la femme de patienter, le mounial, comme on le dit. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jamal Jaili. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Les Impatientes, c'est le titre du livre. Mais ça parle très, très bien de tout ce que les femmes subissent, en tout cas, que ce soit dans les traditions
beaucoup dans nos traditions il y a quelque temps, mais aujourd'hui encore dans les villages, c'est la réalité de beaucoup de femmes où cette notion de patience est déjà non seulement inculquée à la femme dès le jeune âge, mais tout le long de sa vie de femme adulte également, on lui dit patiente, 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 même dans les douleurs, même dans les violences, elle doit patienter. Et donc ça, c'est quelque chose à re-questionner dans nos coutumes, que la femme ne peut pas continuer à subir. Il faut que la responsabilité soit partagée jusqu'à un certain point. Merci Bakary pour cette intervention. Je vois que Ousmane est encore ici. Il est toujours avec nous. Est-ce que ta connexion va mieux, Ousmane? Tu peux nous parler. Bon, bonsoir à tous, bonsoir Maître Konaté, bonsoir Zénab, je vois le doyen aussi, merci qui est là, bonsoir à tout le monde. Alors, c'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous tous. Alors, cette question-là, ce sujet-là, et cette thématique qui concerne le mariage est très complexe, comme vous l'avez déjà dit, parce que bon, je viens de prendre le terrain en marche, hein, parce que je vous ai pas très bien suivi. J'ai un peu suivi le doyen Max qui avait parlé un peu de sa conception de mariage et un tout petit peu aussi mettre qu'on a sinon les autres là je vous ai pas vraiment très bien suivi donc vous allez j'espère être diligent avec moi si j'essaie de me répéter sur ce qui a été déjà dit. Alors je vais aussi rebondir sur deux points, notamment le premier point qui a été abordé par notre Konaté, notamment la question de l'âge, et pour finir sur la question de succession, même si c'est un peu délicat, et puis dire aussi ma conception ou bien mon point de vue par rapport à ce que c'est que le mariage. Le mariage, comme vous l'avez dit, c'est une institution. Donc, c'est une union entre deux personnes de sexes différents relativement à la question des modernités, relativement bien entendu à la question civile, notamment le mariage civil. Par rapport à ce point du mariage civil, là, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. C'est une question de codification, comme vous l'avez dit. Donc, c'est une question de codification, c'est aussi surtout une question de législation interne de chaque État, de chaque pays ou de chaque continent, si vous voulez. Donc, ça dépend de chaque législation et ça dépend surtout du droit civil, notamment de la question qui concerne le droit de la famille, la question de l'âge. À ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Là où se posent les difficultés, c'est par rapport à la question des, du mariage traditionnel. Et c'est là, je pense que le mariage traditionnel ne se préoccupe pas trop sur la question de l'âge. C'est d'autres considérations, d'autres paramètres, d'autres facteurs qui entrent en jeu, notamment les questions qui concernent, par exemple, les mœurs, les questions qui concernent les cultures. Euh, on se marie, par exemple, dans certaines contrées, dans certaines régions, euh, par rapport à la valeur que représente une famille ou bien par rapport à la valeur que représente une culture. Par exemple, tout récemment, il y a eu un mariage ici au Tchad dans une région quelconque entre les autres autorités politiques pour étudier une question de litige interne pour aboutir à un mariage. Donc, un mariage qui a été arrangé pour régler un différend qui concerne les autres personnes, les autres autorités politiques pour une question qui concerne un peu l'assassinat d'une personnalité. Bon, ça, vous l'avez peut-être suivi l'actualité. Une autre, un autre exemple que je vais donner, c'est plutôt la question du mariage traditionnel concernant entre les élèves, par exemple. Parfois, on se marie par rapport à une question de variété, une question d'espèces rares, par exemple, concernant les éleveurs. Vous avez une espèce rare, par exemple, de moutons, de petits ruminants, comme on l'appelle, dans le langage technique. Donc, une famille s'arrange à ce que vous puissiez vous marier, vous rapprocher, pour régler la question des espèces rares qui se trouvent dans leur famille. Aussi, par rapport à la question très récurrente en Afrique qui concerne le conflit, qu'on appelle notamment le conflit éleveur-agriculteur. Parfois, on se marie pour utiliser ce genre de différents, régler ce genre de différents. Aussi, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a un autre point qui a été abordé, je pense, si je ne me trompe pas, par Maître Konaté, concernant Maître Konaté, au mec, c'est pas la question du mariage précoce. Moi, j'ai un problème avec cette question de mariage précoce, que ce soit un mariage traditionnel ou que ce soit un mariage moderne, comme vous l'avez déjà dit. Quand il s'agit de se marier de façon précoce,
Il y a un souci, tout le monde se révolte, on condamne, voilà, euh, on s'inquiète de la question de santé de la fille, etc. Oui, tout à fait naturel, c'est normal, je partage ce point de vue. Et quand il s'agit, par exemple, d'avoir des rapports intimes avant le mariage, la question ne se pose pas. Par exemple, la question qui concerne la majorité sexuelle avant le mariage. C'est valable pour les garçons comme pour les filles, hein. À ce niveau-là, il n'y a pas de débat, on n'entend pas tout. Et quand il s'agit de se marier, c'est seulement que la question de l'âge se pose. Tout en prenant en compte tous les paramètres qu'on vient de parler, la question de santé, la question de l'accouchement par rapport à la fille, etc., etc. Mais je pense que l'idée, là, il faut d'aborder de la même façon et aussi régler de la même façon. Maintenant, pour rebondir sur le dernier point qui concerne la question de succession, bon, je sais pas, ça varie également d'une tradition à une autre, d'une culture à une autre. Mais sur le plan religieux, notamment la question qui concerne la religion musulmane, par exemple, la question est réglée. Vous savez, quand vous pratiquez une religion, il y a des recommandations. Soit vous vous soumettez, soit vous ne vous soumettez pas. Mais vous ne pouvez pas vous permettre, n'est-ce pas, de modifier certaines choses. Ah, ça, c'est une question très délicate, bien entendu. Quand la religion dit telle chose, soit vous l'appliquez ou vous l'appliquez pas. Que cela vous plaise ou plaise pas, c'est comme ça. Ce ne sont pas des recommandations des hommes. Ce sont des recommandations divines. Bon, c'est vrai que les hommes, parfois, ils exagèrent également. Oui, ils exagèrent, ça aussi, il faut le souligner. Mais quand il s'agit d'une recommandation divine, si vous êtes pratiquant, soit vous vous soumettez, soit vous ne vous soumettez pas. Tout en sachant que dans un cas ou dans un autre cas, il y a des conséquences que vous allez, n'est-ce pas, assumer. Donc, cette question de succession-là, ou la question qui concerne notamment ce qu'on appelle l'enfant légitime ou bien l'enfant hors mariage, c'est réglé en islam, par exemple. Donc, qu'est-ce que cela nous plaise ou pas, la question est déjà réglée. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Maintenant, sur le dernier point que je voudrais aborder, Zéna, vous disiez que bon, les couples en Occident, ils sont en général, ils sont heureux, mais quand ils viennent en Afrique, ils ont tout le problème. C'est qu'en Afrique, comme on le dit, vous savez très bien, quand vous vous mariez, oui, c'est vrai, c'est une union entre deux personnes de sexe différents. Mais quand on dit également, quand vous vous mariez avec la famille de la fille ou du garçon. Donc, ce qui veut dire que vous impliquez toute une famille, que ce soit dans le bonheur ou bien que ce soit dans le malheur. Dans le malheur. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai été répété ou pas. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Et merci beaucoup. Merci Ousmane, merci beaucoup. On t'a très bien suivi, c'était très clair cette fois-ci. Merci pour les points que tu as abordés. Sur le plan de la religion, je voulais faire quelques commentaires là-dessus. La notion de consentement est vraiment réglée dans la religion. C'est quelque chose qui est primordial. C'est vraiment une prémisse dans le mariage. Que ce soit un mariage avant avant d'avoir l'âge légal sur le plan des textes légaux, ou en tout cas dans la religion, l'âge légal, c'est pas 18 ans par exemple. Mais même si il s'agit du mariage d'une jeune personne, d'une jeune femme par exemple, le consentement reste un prérequis, même dans la religion. Alors pour moi, lorsque le mariage est forcé, dans la religion également, le consentement n'est pas acquis. Lorsque la femme n'a pas le choix que de dire oui parce que ses parents l'obligent à accéder à ce mariage, pour moi, la question de consentement n'est pas réglée du tout. Donc, dans la religion, pour moi, ce mariage est caduque. Et l'autre point que vous avez abordé par rapport au fait que la femme est mariée à toute une communauté, je le conçois également. Je le conçois d'autant plus que c'est même à l'avantage jusqu'à un certain point de la femme de vivre dans ce genre de communauté-là parce qu'en Afrique, on sait qu'on vit en communauté. Parfois, je connais des exemples, parfois, c'est ce qui permet même de sauver certains couples, le fait que vous êtes entouré de bons conseils et tout. Mais de l'autre côté, lorsque ces personnes qui vous entourent deviennent toxiques au couple, pour moi, il y a un discernement à avoir, il y a un détachement à vouloir chercher en tant que couple, que ce soit de la part de l'homme lorsque ça vient de son côté, que ce soit de la part de la femme lorsque ça vient de son côté. Vous devez avoir ce discernement-là de vouloir vous détacher un peu de cette pression toxique qui vient de la famille pour pouvoir vous épanouir en tant que couple.
c'est ça aussi c'est de ça aussi qu'il s'agit à mon sens. Il y a Kodoy qui s'est joint à nous. Je vois que la main est levée. Après Kodoy, ça va être Irène. Ma chère, bonsoir Irène. Merci d'avoir accepté de monter nous rejoindre. Je passe la parole à Kodoy et ensuite c'est Irène. Merci. Bonsoir Zainab, bonsoir Maître et Max, Irène, tout le monde. Bonsoir Kodoy. Ouais. Oui, moi je vais parler du mariage traditionnel Peul sans aller dans le parallélisme parce que quelquefois c'est là où on fait beaucoup d'erreurs. En se jetant dans les parallélismes, c'est que vraiment notre vision aujourd'hui. Mais moi je vais parler d'abord du mariage traditionnel Peul depuis la nuit des temps. Et pourquoi? C'est-à-dire cette endogamie dont Maître a fait l'introduction, tu vois. Et ce qu'on appelle aujourd'hui des mariages précoces, est-ce que vraiment c'était des mariages précoces? Et pourquoi tout ça aujourd'hui confondu un peu dans nos têtes et qu'on dise c'était pas normal et c'est pas normal, etc., etc. Parce que oui, le mariage est un contrat social. C'est un contrat entre un homme et une femme ou ce que vous voulez. Mais aussi, au sein même de la même communauté, il y avait à un certain moment des castes. Et ces castes servaient à quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, on a galvaudé le sens, c'est devenu autre chose, c'est devenu une essence, mais avant, c'était des corps de métier et qui partaient, c'est-à-dire qui avaient des connaissances. Par exemple, chez les Peuls, un Tchouballo, qui est pêcheur, il a cette connaissance de l'eau, de ce qui habite dans l'eau, dans le fleuve ou bien dans la mer, etc. Il sait comment leur parler, il sait, c'est-à-dire comment les écouter. Et quand il te dit, par exemple, demain, que personne ne pêche, personne ne va pêcher parce que tout celui qui va, par exemple, le contredire, il verra les conséquences. Tu vois. Et par exemple, il va dire, il y a du poisson dans telle place. C'est là où on doit pêcher. Parce que autrement, à cette saison-ci, on ne peut plus l'avoir ici. Donc, non seulement, c'est-à-dire le Tuballo, ce n'était pas un nom, mais c'est une science. C'est un métier, mais dans ce métier, il y a une science. Par exemple, quand tu as des problèmes, par exemple, qui arrêtent, par exemple, de poisson se cale dans ta gorge, etc., on t'amène chez les Tuballo pour essayer de t'enlever ça, pour essayer de te soigner, de te guérir, etc. Quand le bûcheron, qu'on appelle chez nous le labo, il a des connaissances par rapport aux arbres, par rapport au bois, par rapport à la sculpture, etc. C'est la même chose pour le mabo qui est un tisserand. Mais tout métier partait avec une connaissance. Et cette connaissance, c'était un respect pour la caste, pour la famille. C'est pourquoi on ne voulait pas que cette connaissance sorte de la famille. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a perdu pas mal de connaissances par rapport à ça, parce que chacun ne voulait pas divulguer sa connaissance et il fallait la donner, c'est-à-dire à ton fils héritier, à qui tu as confiance et dont tu es sûr qu'il va garder le secret. Donc, c'était une des causes des mariages endogamiques qui, toujours, c'est-à-dire, se perpétuaient entre les gens de la même communauté et de la même caste. Maintenant, oui, on te disait, tu vas marier ta cousine. Mais en général aussi, cette cousine, elle peut être la fille de ton oncle qui a été éduqué par ta mère, parce qu'en général, souvent, c'est-à-dire ta mère est éduquée, c'est-à-dire la fille de sa sœur, ou bien la fille de son frère, etc., parce qu'elle veut le donner à l'un de ses enfants, etc. Et le mariage s'est fait très tôt, mais comme disait Maître au départ, le mariage n'est pas aussi consommé très tôt. Beaucoup de gens appellent ça des mariages précoces, mais c'est-à-dire, oui, précoce, parce que la fille n'a pas l'âge de se marier, mais elle ne va pas consommer le mariage. Donc, tout ceci se faisait dans le sens quand même de conserver certaines sciences, certaines connaissances dans des familles bien données. Maintenant, après, d'ailleurs, c'est par là aussi qu'est née vraiment la polygamie dans le milieu pôle. Parce que la première, on te l'a choisie, la deuxième, tu l'as choisie. Et ça c'est pourquoi d'ailleurs, c'était très difficile de voir un homme peul qui n'est pas polygame. Mais et le mais est extrêmement important. Si tu veux être polygame aussi, il faut pouvoir prendre en charge ta famille, et équitablement. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut une dot,
Et comme la dot chez nous, quand même, de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'homme qui donne la dot à la femme, il faut que ça soit une dot importante. Et avant de donner une dot importante à la deuxième femme, par exemple, il faut aussi que tu fasses un cadeau important et connu dans tout le village, dans toute la communauté, à ta première femme d'abord. Il faut que tu lui fasses plaisir avant de marier la deuxième femme. Et la deuxième femme doit aussi avoir une dot importante, que ce soit des animaux, c'est-à-dire des vaches, ou bien c'est-à-dire des moutons, des béliers, etc., pour que vraiment aussi elle ait quelque chose qui lui appartient, qu'elle va essayer de participer à l'économie de la famille. Et ce qui est important dans tout ça, c'est la participation des deux femmes dans l'économie de la communauté et de la maison. Parce que, par exemple, qui gérait les greniers? C'est les femmes. Toi, en tant qu'homme, ton travail était de t'occuper du champ du premier jour à la récolte. Et après la récolte, tu vas tout transporter sur ton âne, ton cheval, ton bœuf, etc. Tu le ramènes en ville. Et là, maintenant, la gestion appartient à la femme de ce qu'on doit manger, ce qu'on doit faire, ou bien s'il y aura un troc, etc., etc. Donc, la structure avait son temps, même si aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, oui, il y a des étincelles, ce que j'appelle quand même des foyers d'étincelles de part et d'autre qui peuvent toujours jaillir, mais elles ne portent plus, c'est-à-dire c'est-à-dire il y a pas fondamentalement, c'est-à-dire c'est pas très élargi, ou bien c'est pas très important à tel point que ça a été hier, parce que quand même depuis plusieurs générations actuellement, les mariages sont devenus des choix personnels où même les parents encouragent et d'autres. Et puis ce qui est important, d'ailleurs c'est ce que je dis souvent à mes cousins Wolof, qui disent, ou bien mes cousins Soninko là, ils disent oui, vous ne vous mariez qu'entre vous. Je dis mais pourtant le plus important, à chaque fois que quelqu'un me dit vous ne vous mariez qu'entre vous, il va me dire ma grand-mère est Peul, ou bien mon grand-père est Peul, ou bien ma mère est Peul, ou ma tante est Peul. Donc comment nous nous marions qu'entre nous, et que à chaque fois tu vas me sortir qu'il y a dans ta lignée un Peul ou une Peul. Donc il faut revoir que non, effectivement, les Peuls ne se marient pas juste entre eux. Et c'est valable pour les autres, c'est valable bien sûr pour les autres communautés, mais je reviens à ça. Donc, moi je crois que si on veut vraiment comprendre le mariage traditionnel, il ne faut pas le lancer en parallèle. Et surtout, pour revenir à ce que Zainab disait tout de suite, quand on prend une femme, on lui dit tous ses devoirs. Mais attention, on fait la même chose aux hommes. Parce que le divorce était tellement stigmatisé, non seulement chez la femme à qui on dit oui, mais chez l'homme qu'on dit qu'il a échoué parce qu'il n'a pas pu gérer sa femme. Et ça, c'était une honte pour un homme de ne pas pouvoir gérer, c'est-à-dire son foyer. Donc, on disait qu'un homme, il doit, c'est-à-dire un peu, attends, je vais remettre l'expression un peu d'abord avant de la sortir parce que ça sera difficile de traduire. C'est-à-dire dans le mounial, qui est, c'est-à-dire supporté, on disait c'est à 3 étapes. C'est-à-dire mounye djibinandi, c'est-à-dire il faut d'abord que tu supportes d'être né, tu supportes de vivre et tu supportes de mourir. Donc, quand tu as accepté d'être, ce qui veut dire que tu vas reconnaître que tu appartiens à cette communauté, que tu appartiens à cette société et que tu dois porter le fardeau de la société, de ta famille, sur ton dos, c'est-à-dire tu vas vivre avec toute ta vie et ne peut te séparer de ça que ta mort. Donc, c'est ce qu'on appelle Mounietati. Donc, maintenant, oui, les choses ont changé et obligatoirement, ça va changer et ça va continuer à changer. Mais très important, il y a eu la colonisation et les religions qui ont joué un rôle important dans le patriarcat en Afrique. Parce que moi, si je vois, par exemple, ce que je disais tout de suite, par exemple, par rapport, même si tu dois être polygame, il faut que tu t'entendes avec la première femme, que tu fasses des cadeaux, etc., négocier jusqu'à ce qu'elle accepte l'arrivée de l'autre, et il faut que tu entretiennes l'autre, tu fais des cadeaux, etc., pour qu'elle puisse avoir ça, de participer à l'économie, etc. Et je ne parle même pas de l'héritage du trône, qui était en général le fils de la sœur, donc ce qui veut dire que quelque part, ce n'était pas quand même une société matriarcale, mais c'était une société matrilinéaire. Et maintenant, même par rapport à la religion, les écoles ne sont pas d'accord pour beaucoup de choses qu'on nous dit, par exemple, sur le mariage. Effectivement, on te dit que le consentement est primordial. Et quand tu prends l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
qui ne va jamais sortir, par exemple, cette violence que subissent les femmes dans notre société. Il a fait le linge pour ses épouses. Il a fait la cuisine pour ses épouses. Il est parti chercher de l'eau pour ses épouses. C'est-à-dire, il a toujours été présent dans leur vie pour les rendre heureuses, etc. Et donc, pour quelqu'un qui est l'exemple de toute une communauté, quand on revient sur les brimades, surtout les femmes musulmanes que reçoivent les femmes musulmanes dans la société, je me dis qu'il y a un problème. C'est pourquoi même les écoles, c'est-à-dire les écoles quand même les plus connues en Afrique de l'Ouest, surtout le malikisme, le hanbalisme et, bon, vous connaissez les deux autres. Donc, nous ne sommes pas d'accord sur plusieurs aspects qu'on dégage. Parce que chacun a sa compréhension de la chose et chacun se dit des choses que... Et en général, les hommes prennent ce qui les arrange. Et ça, il faut oser le dire. C'est-à-dire, beaucoup d'hommes ne puissent de la religion que ce qui les arrange. Que ça soit le christianisme, que ça soit l'islam, que ça soit... Il y a eu une lecture masculine des textes parce que quelquefois, tu viens dans un foyer religieux, une très grande famille religieuse, par exemple, la mienne, où tous les hommes vont apprendre le Coran, il faut apprendre le hadith, il faut apprendre la charia, etc., etc., ils vont tout faire. Mais tu vois, une femme, à peine, elle peut prier, à peine. Donc, je ne le dis pas pour critiquer, je ne le dis pas pour rabaisser, mais je dis aussi, à un certain moment, il faut que nous, en tant qu'hommes, qu'on ne se cache pas derrière nos petits doigts et accuser notre religion qui ne mérite pas un certain nombre de choses. Parce que quand il s'agit de brimades, la femme vaut mieux que beaucoup de choses. Par exemple, beaucoup d'hommes vont dire attention, il ne faut pas parler aux femmes comme ça parce que tu sais, une femme n'est pas très intelligente. Mais quand tu lui dis, par exemple, est-ce que ta mère est intelligente, il se fâche. Et pourtant, ma mère, ta mère et la mère des autres, c'est des femmes. Quand il s'agit de ta femme, tu la traites comme un sous-humain, mais tu élèves ta mère au grade le plus haut du monde. Et en oubliant que ta mère aussi, c'est la mère de quelqu'un. Ta femme aussi, non, plutôt ta femme est la mère de quelqu'un, c'est la mère de tes enfants. Donc, c'est-à-dire quand le respect que tu cherches pour ta mère, le respect que tu cherches pour ta tante, le respect que tu cherches pour ta grand-mère, tu dois le chercher pour ton épouse, pour ta sœur, pour ta femme, pour les autres aussi. C'est tout. Donc, désolé, j'ai été très très long, mais c'est la petite participation que je voulais amener là. Mais les Soninké là, vous là aussi, restez tranquille. Hein. Merci beaucoup, Kodoy. Toujours un plaisir de t'écouter. Merci pour ton intervention. Je vais faire 2 commentaires rapidement avant de continuer à faire circuler la conversation. Irène n'est plus parmi nous. C'était à elle juste après Kodoy. Irène, si tu veux bien remonter, je la vois même pas dans l'assistance non plus. Alors, Kodoy a parlé tout à l'heure d'endogamie. Oui, l'endogamie, comme je l'ai dit aussi à l'entame et comme Maître l'a dit, ça existe beaucoup dans nos communautés. Je viens même d'une famille qui a pratiqué cette endogamie pendant des générations et des générations. Et l'autre côté de l'endogamie aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est toutes les maladies qui peuvent en découler. Lorsque, par exemple, il y a des maladies héréditaires qui existent dans des familles, généralement, l'endogamie les exacerbe dans beaucoup de communautés, notamment les communautés noires, par exemple. On va voir qu'il y a beaucoup de problèmes de drépanocytose, d'anémie falciforme, comme on le dit scientifiquement, qui existent dans ces communautés-là parce que les gens se marient et la consanguinité fait en sorte que ces maladies sont beaucoup plus concentrées, par exemple, chez un enfant spécifique, et ça crée beaucoup de problématiques, non seulement pour la stabilité du couple, parce que vous faites face à un enfant ou parfois même des enfants qui ont des maladies sérieuses, et donc ça complexifie la dynamique familiale. Donc il y a ça aussi qu'il faudrait pas qu'on oublie dans les mariages qui sont endogamiques. Ben, en tout cas, il y a dans certaines familles, ils sont chanceux malgré tout ça, et ça c'est parce que bon, il n'y a pas ce genre de maladie héréditaire qui existe, donc l'endogamie n'est pas exacerbée. Il y a d'autres communautés où c'est vraiment beaucoup de problématiques à ce niveau. Alors, on pose même la question des tests de compatibilité avant le mariage. Il y a certaines personnes, de moins en moins, en tout cas, on va dire de plus en plus d'Africains essaient de le faire, mais c'est pas la proportion de personnes qui vont faire ces tests de compatibilité ou de consanguinité sont très très faibles encore aujourd'hui.
c'est quelque chose aussi auquel il faudrait réfléchir avant de s'engager dans un mariage qui est quand même un processus qui est long et complexe et qui a tout son lot de défis. Alors, c'est un petit rappel que je voulais apporter à ce niveau. Cadeau à la première femme, Kodoy a dit faire un gros cadeau à la première femme avant de doter la deuxième femme. Je voudrais juste rappeler que malheureusement aujourd'hui, il y a certains couples, certains époux qui marient leur deuxième épouse ou la première n'est même pas au courant que le monsieur va épouser. Il y en a qui sont au courant le jour du mariage, il y en a qui sont au courant peut-être après ou en tout cas quelques jours avant le mariage. Ça, c'est un manque de respect aussi qu'il faudrait noter que oui, dans certaines communautés, il y a ce respect qui est là où la première doit donner son consentement et c'est ce que la religion même recommande, que la première doit être assez bien, comment dirais-je, satisfaite dans le couple, que l'homme assume ses responsabilités face à cette première femme avant d'aller épouser une deuxième et avant d'épouser une troisième, ainsi de suite. Donc, il y a ce problème aussi qu'il faudrait souligner, qu'il y a beaucoup d'irrespect à ce niveau-là et c'est pas quelque chose qui est normal. Donc, je vais laisser la parole. Irène n'a toujours pas pu monter. Irène, si tu peux monter. Avant que Irène ne réussisse à monter, il y avait Aïssata qui était là. Aïssata, bonsoir. Si tu veux bien intervenir, après, ça va être Mariam. Mariam était avec nous tantôt, elle a été coupée. Puis je vais la redonner la parole avant de repasser à Bakary et Ousmane. Merci. Oui, bon. Juste avant que Aïssata ne prenne la parole, Aïssata est Peul, Kodou est Peul. L'endogamie est aussi l'expression de la recherche d'une exclusivité. Parce que l'endogamie ne permet pas qu'une personne extérieure à la famille ou à la communauté vienne demander la main d'une jeune fille, tout comme le jeune garçon n'a pas le droit d'aller prendre une femme autre que celle de la communauté. Ça aussi, c'est un constat amer qu'il faut faire. Dans la communauté Peul et dans la communauté soninké que je connais, il est autorisé de prendre une femme autre de son choix, je dis, qu'après avoir pris la femme que la famille te destine. Bien évidemment, tu as la possibilité de dire non à cette offre-là, mais en tout état de cause, il n'est pas question que la première épouse, d'une part, soit issue d'en dehors de la famille ou que le garçon aille prendre une femme en dehors. On sait bien que le contexte est assez difficile. Il y a des gens qui sont excommuniés pour cette manière de faire. Donc la question de l'endogamie n'a pas que des éléments positifs, ça a aussi des éléments négatifs qui peuvent aujourd'hui donner l'impression que les communautés se ferment entre elles. Ça aussi, il faut en parler. Merci, maître. Merci beaucoup. Aïssata, à toi. Le mariage dans les cultures africaines est quand même une institution qui est riche en tradition et en signification. Et je pense qu'on peut dire qu'en Afrique, le mariage est bien plus qu'une union entre deux individus, parce que le mariage symbolise également l'union de familles, de communautés et parfois même de tribus. Et je pense que les mariages africains varient énormément en fonction des ethnies, des régions et des religions présentes sur le continent. Et ils sont aussi l'occasion justement pour les communautés de renforcer, disons, les liens sociaux. Alors il est important de souligner que les traditions en Afrique évoluent tout de même avec le temps. Et de nos jours, de nombreux mariages combinent à la fois les coutumes traditionnelles et des éléments plus contemporains. D'ailleurs, ces mariages reflètent souvent un équilibre entre le respect des traditions anciennes et l'adaptation aux réalités modernes de la société africaine. Donc je pense que le tout traditionnel a tendance tout de même, selon moi, à disparaître. Alors moi, je suis issu effectivement d'un milieu Peul, par mon père, et Soninké et Sonrail du côté de ma mère. Et comme chez les Soninké, chez les Peuls, le mariage est souvent le fruit d'une longue négociation
entre les familles des futurs mariés. Et effectivement, la question de l'endogamie que Maître Konaté vient de soulever et qui avait aussi été débattue par un précédent intervenant est quelque chose qui fait partie de notre milieu. Mais je pense que de plus en plus, ça aussi, c'est quelque chose que les familles soninké ou les familles Peul délaissent légèrement. Parce que moi, chez moi, par exemple, tous mes grands frères, je les ai vus se marier et choisir leurs épouses. Et leurs épouses, pour la plupart, n'ont même pas les mêmes ethnies que nous. Donc, je pense que ça évolue. En tout cas, les Soniqués, les Peuls attachent une importance capitale au rite traditionnel qui accompagne la cérémonie de mariage et beaucoup d'autres choses, la dot. Et chez eux, généralement, c'est l'occasion de célébrations festives, de danses traditionnelles et aussi de rassemblements familiaux. Et oui, même si les traditions et les coutumes liées au mariage chez ces deux ethnies varient en fonction des régions, des familles et tout, il y a des similarités qui restent quand même bien présentes. Et le respect des aînés, la solidarité familiale, la préservation de l'unité communautaire sont des valeurs centrales dans toutes ces unions. C'est par exemple dans une famille soninké ou dans une famille peul que tu vas voir que l'enfant qui se marie, même si ses parents directs ont de très grands moyens, tu vas voir que ce mariage va être célébré modestement chez, par exemple, l'aîné de la famille, même si ce dernier n'a pas le même niveau de vie que les parents directs de la mariée ou des mariés. Donc, dans nos coutumes africaines, il est bien clair que l'importance de la famille et de la communauté dans la société est tout de même magnifiée lors des mariages. Alors aujourd'hui, moi, j'ai quand même un certain regard sur le mariage qui me fait dire que certains points de nos traditions sont tout de même importants. Par exemple, le fait que l'on se marie étant du même milieu social ou étant issu de la même tribu, par exemple, je pense que ça a quand même du positif du point de vue de la similarité des éducations et des manières de voir la vie. Donc, je ne dis pas qu'il faut être fermé à la diversité, mais je constate que certaines communautés ici chez nous ont réussi aussi à maintenir un certain pouvoir en gardant justement, par exemple, l'argent et la richesse des liens sociaux solides dans la famille, en sauvegardant justement des points importants de leur tradition. Je parle par exemple des communautés Jawando. Après, je trouve qu'en Afrique, dans le mariage, bien souvent, il est bien souvent plus attendu des femmes que des hommes. Et cela crée un déséquilibre important aujourd'hui, d'autant plus que les femmes sont de plus en plus instruites et indépendantes. Par exemple, je trouve que dans un mariage, euh, la belle famille de l'homme, la belle famille du côté de l'homme a tendance à plus exiger à la mariée que la famille de cette dernière n'exige sur leur beau-fils. Donc, je pense qu'il faut travailler à équilibrer cela. Et enfin, en Afrique, ben, les traditions, le mariage entre tradition, modernité reste quand même un sujet très vaste, un sujet qui a d'énormes points discutables, d'énormes points qu'on peut soulever. Mais moi, je pense que nos traditions, notre culture, nos différentes cultures, ça a du beau, ça a du bon, ça a du positif. Et je suis de ceux qui pensent que ces traditions, ces valeurs culturelles, on devrait en préserver. C'est-à-dire faire un point sur ces traditions-là, sur ces éléments-là, et garder le positif,
garder quand même le positif et peut-être se débarrasser de ce qui demeure aujourd'hui des points négatifs. Merci maître, merci Zénab. Merci beaucoup, Aïssata. Merci pour cette belle intervention et ce témoignage-là. Oui, absolument. Dans toute culture, dans le fond, le mariage en fait partie. Tout ce qui est positif, nous devons la conserver vraiment avec jalousie et tout, vraiment essayer de les préserver. Et comme tout autre aussi, les points néfastes, on doit essayer de s'en débarrasser et continuer à évoluer. C'est ça aussi la beauté de la chose parce que oui, la modernité, au fur et à mesure que le monde se globalise, au fur et à mesure que le temps passe, nos cultures sont mixées, on voit d'autres choses, on apprend d'autres choses. Et donc, cette modernité, oui, ça veut pas, ça va venir et ça vient, de toute façon, on le voit. Je vais donner la parole à Mariam, qui est remontée. Merci, Mariam, d'être revenue. Tu as la parole. Est-ce que tu es là, Mariam? Oui, oui, je suis là, merci. Merci, Zénab, de me redonner la parole. J'essaie de me rappeler où est-ce que j'en étais lorsque j'ai été interrompue. Mais, en fait, en écoutant les derniers échanges, j'ai envie de prendre le bout d'un autre côté parce que, je me posais la question tout à l'heure de l'ancrage, en fait, du thème, entre tradition et modernité. C'est vrai qu'on parle de mariage, mais, que se passe-t-il quand le mariage, ne marche pas? Voilà, comment moi je vais aborder le sujet. Alors le thème, c'est certainement pas le divorce, mais il se trouve que en parlant de tradition et de modernité, lorsque nous faisons heu, la typographie des différents types de couples selon le positionnement géographique, le statut social, un nombre de choses qui doivent entrer en jeu, en fait, dans cette, discussion qu'on a. Les individus sont certainement, viennent, sous toutes les formes, les couleurs et cetera. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être dites. Donc la généralisation ne permet pas, pour moi en tout cas, de rentrer en plein dans le sujet et je voudrais dire que ce que j'ai remarqué, c'est que dans les cités, dans les milieux urbains, on voit de plus en plus de divorces. Si je prends par exemple le cas, de la ville de Dakar ou du Sénégal où je suis, quand on regarde, les taux de divorce, ils sont de plus en plus élevés et c'est un souci. Hem, Malheureusement, dans la plupart des pays africains, on n'a pas assez de données pour, vraiment se pencher et dire: «Voilà la tendance qu'on observe, qui se dégage». Mais quand même, il y a des données qui se dégagent. Je parle, par exemple, du pays du Sénégal où je vis. Et pourquoi je parle du divorce? C'est-à-dire que lorsqu'on on pense tradition et on pense modernité, l'idée est de dire qu'un mariage, ce contrat entre 2 personnes, entre 2 familles, c'est pour, la vie. Donc on dit pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Et il y a des enfants qui sont souvent, impliqués et un nombre de choses et je disais que au-delà du constat qu'on peut faire de voilà, d'une manière anthropologique et de parler du mariage, ses avantages, ses inconvénients, mais pourquoi aujourd'hui, en 2024, on remarque ce qu'on reprochait aux autres sociétés occidentales ailleurs, justement qu'on disait que oui ailleurs, les femmes, ça divorce beaucoup, les hommes aussi d'ailleurs, c'est pas que les femmes. Mais on voit aussi cela dans nos sociétés de plus en plus. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette conversation, c'est de reposer la question en vous disant: «Est-ce que la tradition, plus de tradition permettrait de préserver, donc cette institution de mariage? Ou est-ce que plus de modernité est aussi une indication que cette tradition du mariage n'était pas forcément égale ou juste pour toutes les parties, hein, pas seulement, les femmes?» Bien que je suis toujours plus enclin à parler de la perspective féminine, parce que d'abord je suis une femme et en plus parce que je travaille sur ça. Mais donc il y a beaucoup plus de divorces en 2024 que au XIIe siècle où on avait la charte du Mandé ou au XVIe siècle, si on veut se référer à nos traditions. Alors, qu'en pensons-nous de cela? Heu, Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus?
Est-ce que ça veut dire que nous sommes voilà, désaxés par rapport à notre centre traditionnel et nos valeurs principales? J'ai toujours pensé que les traditions emprisonnent la femme parce que de façon égale, bien que les femmes veulent se marier, sociologiquement parlant, c'est quelque chose c'est une socialisation intense qui est faite surtout sur la femme, même si l'homme subit aussi cette socialisation, mais je la trouve, et ça c'est ma perspective, que les femmes ont beaucoup de pression, surtout dans nos sociétés bien plus, qui encadrent bien plus l'institution du mariage que par exemple tout à l'heure j'entendais Mex qui parlait de sa vision libérale du couple. Eh ben, nous ne sommes pas vraiment dans des sociétés, je parle vraiment plus de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel, dans une certaine libéralisation de cette conception. Donc aujourd'hui, une jeune femme, et je vais même restreindre le champ, hein, je ne sais pas, je peux mieux parler des pays que je connais, de la religion que je connais le mieux, donc des pays avec une forte composante musulmane. Une jeune femme à l'âge de 27, 28, 30 ans qui n'est pas encore mariée, c'est qu'elle a vraiment réussi à se à se préserver mentalement, psychologiquement, de toutes les pressions sociales qu'elle puisse subir. Ce n'est pas une normalité ça, c'est une exceptionnalité plutôt, même si on veut penser que plus les femmes sont éduquées, plus elles ont des choix, non. Ce n'est pas parce qu'on est plus éduqué qu'on a moins d'emprise où on est moins sous l'emprise de nos traditions et surtout de nos familles et donc de nos codes religieux. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le lorsque les couples s'essayent et que ça ne va pas, alors je regardais une des études pour justement le cas du Sénégal. Si vous regardez les principales raisons, les principales causes, de séparation, de divorce, 3 raisons émergent et on voit qu'il y a, et c'est la perspective, non, c'est une étude qui a été faite, avec, la perspective, hein, évidemment des femmes, mais on parle de alors un manque de traitement de prise en charge, un manque d'amour et le 3e, la belle famille. Au Sénégal, la belle famille, c'est un réel poids. C'est-à-dire que les exigences qui sont placées sur la femme, au-delà des questions de polygamie, de tout ce que vous voulez, c'est d'abord dans le couple ce que la femme doit faire en plus de devoir être féconde. Si elle n'est pas féconde, ça c'est tout un autre sujet, même si ce n'est pas de sa faute. Elle doit donc être capable de pouvoir répondre à certaines exigences de base qu'on connaît tous et toutes. Et ensuite, si on parle, les gens parlent de femmes éduquées, autonomes, etc. Mais cette liberté, elle est assujettie à la décision de son mari. Et souvent, on voit beaucoup de changements lorsque les personnes entrent formellement en situation de mariage et lorsqu'il y a des enfants qui sont impliqués, lorsqu'il y a la belle famille qui est impliquée. Et donc moi, je voulais vraiment me pencher sur plutôt les inégalités du mariage entre tradition et modernité. Si on veut parler réellement et mettre le pied dans le plat, on doit parler de est-ce que en entrant dans un mariage, l'amour aidant, on ferme les yeux sur ces questions qui reviennent en plein fouet, en plein visage, en plein dans le mariage. Alors certaines personnes avec des liens de famille, etc., avec une sorte de médiation en interne, ça marche, on tient la route, mais on remarque aussi aujourd'hui, et c'est des choses tabous, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on parle juste pour parler, hein. Aujourd'hui, est-ce que l'institution du mariage même veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Avant, nous voyons des personnes qui pouvaient être mariées et se cacher avec des relations illicites, s'ils ne sont pas en situation de polygamie ouverte, etc. Mais aujourd'hui, on voit aussi que à défaut de briser tout un noyau familial, les individus ont des comportements qui sortent du cadre prescrit par le mariage. On n'est plus entre tradition et modernité, on est dans le nouveau, la nouvelle réalité des années 2000-2024 où
voilà, si on veut pas parler de l'amour qui lie les personnes, des sentiments qui lient les personnes, des sentiments d'épanouissement ou d'émancipation au sein de son couple, si on ne veut pas parler de ça ouvertement, bah, il y a des choses qui se passent de façon obscure qui, moi, me perturbent, sans porter des jugements de valeur spécifiques, mais ça veut dire que, les gens vivent, avec des statuts socialement acceptés de monsieur, madame, mais que voilà, en vérité, tout le monde est à la recherche d'un certain bonheur et que nous essayons de trouver nos formes de bonheur ailleurs et autrement. Je vais m'arrêter là parce que je crois que je suis en train de devenir un peu trop abstraite ou philosophique. C'est ce que je voulais donner comme contribution sur ce thème. Merci beaucoup, Zainab. Vas-y. Zénab, juste Oui. 2, 3 mots sous un, sous un, sous un autre angle. Je pense que quand on parle de tradition, on parle de cadre. C'est vraiment le cadre. Après, en plus du cadre, il faut envisager les règles. Et c'est vrai que les règles à la base, comme l'a indiqué Kodo tout à l'heure, et puis dans une certaine mesure Aïssata, les rapports humains sont assez fortement déséquilibrés. Après, ce déséquilibre des rapports humains qui peuvent s'expliquer par le patriarcat, par la position dominante des hommes dans telle et telle communauté, et d'ailleurs dans la majeure partie des communautés, parce que les rapports humains sont toujours en Afrique, dans toutes les traditions, pratiquement déséquilibrés en faveur des hommes. Ça, ce sont les mauvaises règles qu'il faut évoquer, et nonobstant la modernité, on n'est pas arrivé à instituer de façon plus parfaite la question de l'égalité. C'est pour ça que l'incidence est sur un certain nombre d'éléments qui sont déterminants, aussi bien dans la modernité que dans la tradition, lorsqu'il s'agit d'exprimer une opinion libre au mariage. Les jeunes filles, on le sait, ne sont jamais totalement libres de dire oui ou non. Les contingences familiales les placent dans un contexte de tradition ou plus jeune, vous êtes déjà promise au cousin. Vous n'avez pas d'autre choix dans cette hypothèse que de dire oui, parce que de votre naissance jusqu'à 12 ans, et jusqu'à ce que vous soyez recueilli par la tante, qui est souvent le maire de votre futur mari, vous n'avez pas d'autre espace, si ce n'est l'espace que la famille vous crée, et qui est donc le cadre de la tradition. Le deuxième élément, la vie à l'intérieur du mariage. Elle peut être infernale, mais à tous les coups, il vous est demandé la patience. Il vous est demandé de subir et de supporter. Là aussi, ce sont les mauvaises règles de la tradition d'entrée qui n'ont pas permis à la jeune femme, à la jeune fille de dire librement son consentement à un mariage ou pas, et elle n'a pas d'espace de liberté au sein du foyer dès lors qu'elle y est installée. Les tantes, du côté du père, du côté de la mère, la communauté familiale extensive trouve toujours les mots qu'il faut pour que cette jeune fille qui endure des choses atroces n'ait pas à envisager autre chose. Et d'ailleurs, quand on regarde, la plupart du temps, quand les jeunes filles aujourd'hui de plus en plus dans les villes arrivent à s'échapper, elles se barrent complètement, elles fuient le système, elles sortent de la communauté. Bien évidemment, il y a elles sont excommuniées par la suite. Le troisième élément, qui fait un facteur sur lequel il faut réfléchir. Quand vous regardez notamment dans les sociétés mandingues, à un certain âge, on ne peut plus accepter le principe du divorce pour une femme qui est mariée depuis si longtemps, qui a fait des enfants, qui a vu ses petits-enfants et souvent ses arrière-petits-enfants. Et très généralement, il y a un système qui indique que ces épouses proposent toujours des coépouses, donc des épouses plus jeunes à leur mari. Généralement, des enfants qui ont été élevés dans la famille, qui ont été éduqués dans la famille, et entre les mains de ces dames vieillies aujourd'hui et en situation, pardon du terme, de reclusion. Parce qu'en réalité, dans les sociétés mandingues, elles occupent les cases de derrière, les cases où personne n'y va le soir,
elles sont toutes dans ces cases-là, et il y a comme une rupture avec le patriarche familial qui, lui, est devant et qui, lui, reçoit des épouses plus jeunes qui ont souvent été éduquées par leurs épouses. Sur ce point, la tradition évite le divorce en tant que tel, parce que le divorce voudrait dire la sortie de l'épouse de la concession familiale, son installation ailleurs, ce qui est difficile, et puis aux yeux de la société, le regard des gens. Donc le vrai sujet, encore une fois, quand on parle de tradition, on parle de coutume, on est dans un cadre. Et ce cadre peut être un carcan souvent. Mais à l'intérieur de ce cadre, il faut justement que l'on puisse décorréler avec les règles. Et les règles à la base, en matière de mariage, on partira, on reviendra dans le cadre du mariage moderne en Afrique et dans le cadre du mariage traditionnel et coutumier en Afrique. Le postulat de départ, c'est encore une fois la place et le rôle de la femme dans un système qui, lui, n'est pas égalitaire, et le combat est véritablement de tendre vers cette égalité. Et en tendant vers cette égalité, nous allons rétablir un certain nombre de règles qui vont protéger les gens à l'intérieur du mariage, mais particulièrement les femmes. C'est pas que le mariage, parce que c'est l'idée du mariage, c'est le mariage, c'est la vie du couple à l'intérieur, c'est la rupture éventuelle, c'est les questions de succession, et là encore, la place de la femme, justement, dans la succession qui s'ouvre lorsque le patriarche familial n'est pas là, et lorsque la femme est seule, et surtout lorsque la femme n'a pas d'enfant. Pour résumer simplement, les choses se passent plus dans la tête, dans l'esprit, dans le crâne que toute autre chose. C'est vrai dans une plus grande mesure pour les hommes et dans une moindre mesure pour les femmes. Vous savez, nos rapports avec les épouses sont à peu près les mêmes qu'avec les sœurs. Imaginez simplement le foyer conjugal où l'épouse est partie momentanément. La première réaction de la famille étendue, c'est de renvoyer une sœur, petite ou grande, à la maison pour venir substituer l'épouse partie. Elle s'adonne au même rôle à l'exception que vous pouvez imaginer. Le vrai sujet est que ce qui se passe, qui apparaît comme réducteur, se passe plus aussi dans la tête des femmes qui jouent facilement ce jeu de la soumission. Il faut qu'il y ait une révolte de ce point de vue-là. Le deuxième élément, et c'est très bizarre, on n'en a pas parlé, le mariage en Afrique, il est à la fois moderne, traditionnel et religieux. Et c'est courant de voir justement des gens qui se marient religieusement un jeudi, coutumièrement un vendredi et civilement un dimanche, comme si un seul mariage ne suffit pas. On se marie à la coutume religieuse, on se marie à la tradition et on se marie également devant l'officier d'état civil. Allez savoir quel est le type de mariage que l'on recherche, quel est le type de lien que l'on recherche. Est-ce que c'est encore le mariage institution ou le mariage contrat? Je reste persuadé qu'il faut aller chercher aujourd'hui l'hybride. Il ne faut qu'aucun cadre de mariage religieux, traditionnel et coutumier prenne le pas. Ne confondons pas tradition et mauvaise pratique et mauvaise attitude qui résultent du comportement des hommes, mais aussi, même si c'est dans une moindre mesure, le comportement des femmes aussi, et qui revendiquent toujours la tradition comme étant le fondement. Et quand je parle de tradition, je parle de coutume, je parle de religion également. On est arrivé à nous vendre aujourd'hui l'idée que la polygamie est d'origine religieuse. Si c'est le cas, la polygamie telle que prescrite par la religion est quasi impossible à être mise en œuvre aujourd'hui, mais ça rentre dans le cadre d'une certaine perception des rapports hommes-femmes que aujourd'hui les gens sont
installés convenablement dans la polygamie, même les pays dans lesquels la polygamie est interdite, parallèlement, la polygamie, elle se fait et elle se pratique, y compris au Rwanda. Notre ami rwandais est venu dire tout à l'heure que la polygamie est presque interdite. Deuxièmement, il y a des instincts qu'il faut bannir. Quand très jeune, on épouse une femme, on l'empêche de travailler, on arrête son cursus scolaire et on l'a à la maison, bien évidemment, elle n'a pas d'autre choix que de supporter justement cette situation de déséquilibre à l'intérieur du foyer. À une fille ou à une femme comme celle-ci, on ne peut pas véritablement lui demander de participer aux charges matérielles du ménage. Bien évidemment, les autres charges lui incombent, même si ce n'est pas de façon déséquilibrée que je perçois les choses à ce niveau. Le vrai sujet est et demeure encore nos rapports à l'intérieur du couple autour de la question de l'égalité, du rapport que nous avons avec l'égalité. Et ce n'est plus un sujet tabou tant que nous ne rétablirons pas l'égalité, d'abord dans l'affirmation des cadres juridiques, ensuite pour rendre cette égalité effective, de manière à ce que lorsqu'elle est rompue, qu'il y ait un droit d'action à ce niveau. Beaucoup d'hommes se croient déjà supérieurs dans leur tête. Si en plus les lois indiquent l'égalité et que la violation de cette égalité pour installer l'inégalité n'est pas sanctionnée, il y a un souci. Beaucoup de gens sont venus ce soir pour dire, malgré leur ouverture d'esprit, disent, je suis moi d'accord par le fait que le mec, l'homme, soit le chef de famille. Ils l'ont dit plus d'une fois, et en définitive, ça n'a même pas choqué les femmes. Mais dans un certain milieu, quand on parle de chef de famille, et que ça ne choque pas, mais le chef de famille, c'est la prise en main de la primauté à l'intérieur du couple. Ah si, ça Ça veut a dire choqué que, certaines femmes, mais on n'a pas voulu perturber le débat, c'est tout, hein, maître, juste pour le dire. bon, alors je vois que c'est toi qui me coupes, donc tu fais exactement la même chose que je fais là. Donc, je ne dis pas que ça, non, c'est devenu dit plus d'une fois, je tire la conséquence, notamment dans le cas de la ruralité. Quand on dit que le mec est le chef de famille, qu'il vient à disparaître, vous savez, la conséquence qui en découle. Un, c'est le frère du mari qui prétend reprendre la veuve. Deux, ce sont les frères du mari qui prétendent arracher les enfants, y compris lorsqu'ils sont en bas âge, pour prendre en main leur éducation. Troisièmement, la conséquence qui en découle, c'est qu'on ne parle plus d'héritage, parce qu'aujourd'hui, le patrimoine laissé par le défunt est repris en main par la famille, souvent au détriment de l'épouse, qui, lorsqu'elle choisit de sortir de la concession familiale pour aller éventuellement chez ses parents, c'est un drame absolu. On a vu des procédures judiciaires qui sont déclenchées contre des épouses en leur déniant le droit de reprendre leur liberté à la fin de vie de leur conjugalité avec un homme. Et c'est très grave, parce que la succession en prend un coup, les libéralités en prennent un coup, et la femme est totalement exclue du jeu. Au bout du compte, aujourd'hui, ce qu'il faut imaginer, c'est véritablement un bréviaire du mariage, qui ne soit ni moderne, ni traditionnel, mais qui résulte de l'engagement des deux. Un, quand on décide de se marier, au-delà des familles, ça doit être d'abord un engagement personnel, y compris lorsque dans la communauté Peul ou Soninké, on décide de prendre quelqu'un de la communauté, mais qu'on aura choisi. Deuxième élément, quand on a choisi, on sait les bases sur lesquelles on a choisi. Les bases fondamentales, d'abord pour moi, c'est l'égalité du couple. L'égalité du couple peut souffrir éventuellement des rapports internes. L'homme est fort aujourd'hui, la femme est plus forte demain.
Mais cette égalité doit permettre de ne plus disputer la question de qui est le chef de famille. Derrière la notion de chef de famille, le mari revendique l'autorité parentale qui, pendant très longtemps, s'est appelée en droit la puissance paternelle. Et derrière cela, c'est le droit de revendiquer le primat et ce droit doit être exclu. Le deuxième élément, que chaque couple ait le moyen d'aménager son couple comme il l'entend. Si aujourd'hui faire la vaisselle incombe au mari plus qu'à la femme, si aujourd'hui faire le ménage, je vous parle de choses basiques, mais que jamais les rapports ne soient que dans un sens ou dans l'autre. Par la suite, il y a le fait que l'on vive ici ou là le phénomène d'incursion des autres dans le couple familial. Il faut en être conscient d'une part et se donner les moyens de résister. Résister aujourd'hui, c'est que l'option du couple d'être ensemble dans le cadre d'un foyer conjugal doit être une option définitive. La facilité aujourd'hui, tradition, modernité, c'est que les gens, pardon du terme, se mettent dans une perspective de lâcheté. À la première difficulté, le premier réflexe, j'appelle mon avocat. Le deuxième réflexe, je saisis le juge. Parce qu'on n'imagine rien d'autre que le divorce comme étant une des réponses à une difficulté ponctuelle. Si on se pose la question de savoir exactement pendant 40 ou 50 ans qu'ont vécu nos parents et nos arrière-parents, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les obstacles qui, chacun d'entre eux, étaient fatals pour le couple, mais qui l'ont quand même surpassé. Je termine pour dire, le mariage, c'est comme le pilotage. J'étais dans un cockpit un jour sur un vol de Paris à Maurice, 12 ou 13 heures. Lorsque l'avion secouait, je disais toujours au pilote que j'avais une peur bleue. Et puis à un moment, je lui dis, mais combien d'incidents on peut éventuellement avoir à gérer sur un vol aussi long? Mais dit, cher monsieur, des dizaines et des dizaines d'incidents. Et en l'air, il m'explique que chaque incident, il n'y en a pas des petits ou des gros, chaque incident est susceptible d'être à l'origine d'un crash s'il n'est pas mal maîtrisé. Dans un couple, c'est aussi ça. L'humilité, le calme et la sérénité. Pour vous parler africainement, mesdames, il y a un moment où on s'appartient soi-même. Quand on décide de prendre une femme, quand on s'installe dans un foyer, quand on a de 0 à 5 ans, on a toutes les libertés de péter les plombs. C'est le moment où on se comprend le moins, c'est le moment où les rapports de force sont en discussion et c'est le moment où chacun d'entre vous veut s'imposer l'un à l'autre. Quand on sort du cycle des 5 ans, qu'on entame la 10e année, vous verrez que l'un ou l'autre, ou l'un de l'autre, ça s'agit. Quand on rentre dans la perspective des 15 ans, on n'est toujours pas sauvé, mais au bout de 15 ans, on a donné naissance à d'autres substances dans le mariage qui ne sont pas que soi. La première substance, ce sont les enfants. La deuxième substance, ce sont les projets communs que nous avons. Une maison en commun, un véhicule en commun, un compte bancaire en commun et des dettes en commun. Au bout de 15 ans, on ne décide pas avec fracas de sortir du mariage comme on pourrait en sortir les 5 premières années, parce que la difficulté, c'est non seulement de sortir 2 corps qui se sont mis ensemble, 2 esprits qui se sont mis ensemble, mais aussi 2 patrimoines qui se sont mis ensemble, sans compter les enfants. C'est pour ça qu'on parle de garde d'enfants, c'est pour ça qu'on parle de liquidation aussi du patrimoine. Mais ça demande une grosse dose de prise de conscience, parce que l'aléa, il est en l'homme, il est en la femme, il est dans nos traditions, il est dans nos environnements, il est dans tout ce qui nous entoure et nous menace. Simplement, quand on est en zone restreinte, Zénab, enfermé dans un appartement, 1, 2, voire 3 chambres, on n'a pas le choix. Les prises de tête, tu es obligé de venir manger. Les prises de tête, tu es obligé de sortir. Les prises de tête, tu es obligé de demander des renseignements à ta femme. Même quand tu la boudes pendant 24 heures, la 48e heure, tu es obligé de lui poser une question parce que la vie est en commun et tout est lié.
Or, en Afrique, on peut se créer des faux espaces, mais les faux espaces sont à l'origine des fausses difficultés. Les premières difficultés, ce sont nos parents directs, ceux du mari et ceux de la femme. Et quand je parle de parents directs, vous savez que les menaces les premières, ce sont les belles-sœurs, qu'elles soient grandes ou petites, ce sont les belles-sœurs qui sont les mauvais liens avec les belles-mères, et la jonction entre belle-sœur et belle-mère, c'est d'abord tirer à boulet rouge sur le mari. Dès qu'ils sentent qu'il est sans protection, ça y est, ils le prennent en proie. Dès qu'ils sentent qu'il a une protection, que sa femme est là, c'est les deux qui passent. C'est entre les deux qu'il faut sauver. Et c'est une œuvre de longue haleine et de très très longue haleine. On en a besoin aussi bien dans le cas de la tradition que lorsque l'on se prend un moment pour une modernité, mais le sujet reste toujours le même. C'est le couple, l'union du couple, la fixation des bases du couple, l'objectif du couple et se munir véritablement de tout ce qui est utile et nécessaire pour protéger le couple, exactement comme un vol de 14 heures, prendre en main les incidents, savoir que chaque incident peut crasher un avion, mais qu'aucun incident ne doit être minimisé. Tous les incidents doivent être traités de la même manière. Et si on s'y met aujourd'hui, à coup de prise de conscience, je vous assure que depuis que je vais au contact des femmes, c'est vrai, je comprends pas tout, mais il y a un minimum que je comprends. Et dans ce minimum aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas plus vous libérer que ceux qui sont à l'origine de votre anéantissement. Le débat entre vous doit impacter sur les hommes, et vous le savez. Les mecs, c'est pas une seule fois qu'on leur dit, c'est au bout de 10 fois qu'ils commencent à ouvrir les oreilles, pour la 20e fois, dire « Ah, vous avez raison ». Merci beaucoup et bonsoir. Bye. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.